Bonjour Audrey Célestine. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Audrey d'avoir accepté notre invitation. Audrey, tu es maîtresse de conférences en sociologie politique et études américaines à l'Université de Lille. On va revenir évidemment ensemble sur l'investiture de Joe Biden hier, mais d'abord, allez, un mot quand même sur Donald Trump. Il n'était pas présent à la cérémonie d'investiture hier. Jusqu'au bout, il n'aura rien fait comme ses prédécesseurs. Il a dit qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre sur la scène. On ne sait pas de quelle manière il le fera. Qu'est-ce qu'on va retenir de Trump? Une présidence outrancière, des événements, les événements au Capitole? Je pense qu'on va effectivement retenir un certain nombre d'images qui ont été des images chocs au cours des 4 dernières années. Les enfants en cage, les séparations familiales, un style extrêmement violent, les accusations d'agressions sexuelles qui sont quand même aussi, qui ont été aussi assez nombreuses. Enfin voilà, tout un tas une incapacité et une absence de volonté d'unir. Et donc effectivement, voilà, tout un style. Et puis on va retenir également, sans doute, une forme de lâcheté de la part d'une grande partie du Parti républicain, sans doute parce que Trump était aussi finalement le reflet d'évolutions plus profondes dans cette partie de l'échiquier politique américain. Alors, du coup, aujourd'hui, ça y est, les États-Unis ont un nouveau président, c'est le 46e. Et quand on écoute les commentateurs, on a le sentiment que malgré ses origines démocrates, son côté centriste mou, Joe Biden pourrait quand même mener une politique plus à gauche que ses prédécesseurs. On pense évidemment à Barack Obama qui a fait 2 mandats avant celui de Trump. Est-ce que toi, tu penses que Joe Biden et plus largement d'ailleurs le Parti démocrate américain pourrait avoir tiré les leçons du mandat de Barack Obama? Alors, je pense qu'il s'agit davantage, en ce qui concerne le positionnement de Joe Biden, du fait qu'il est quand même, je pense, assez conscient du fait qu'il est le résultat pour une grande partie des Américains qui ont voté démocrate d'un vote utile, et puis d'un certain nombre de dynamiques qu'il y a à l'intérieur même du Parti démocrate, avec quand même la partie la plus dynamique du parti aujourd'hui, elle est beaucoup plus à gauche. Alors, elle est loin d'être majoritaire dans le pays, mais elle est dynamique, elle propose des choses, elle détermine en partie l'agenda du parti. Ça, je pense qu'il en a conscience et qu'il a conscience d'avoir à la fois réuni des gens qui pensaient que lui était capable de gagner, et notamment de convaincre des indépendants ou des personnes vraiment centristes de voter pour les démocrates, mais également avec un certain nombre de pressions qu'il y a en interne. Et puis alors, espérons voilà, que ce ne sera pas comme pour Barack Obama et qu'il conservera une majorité qui ne fera pas blocage pendant l'ensemble de son mandat, ce qui a quand même été très rapidement le problème de Barack Obama. Et on a tous vu passer cette image assez folle de Bernie Sanders esselé sur sa chaise avec ses moufles d'un autre temps, ou peut-être même c'est le temps d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il n'y a pas un symbole aussi derrière ça? On sait qu'il va être a priori en tant que doyen le président de la commission des finances, si je crois bien. Qu'est-ce que ça veut dire de ce que va faire Joe Biden de cette partie de la gauche des Alexandria Ocasio-Cortez, des Bernie Sanders? Est-ce qu'ils vont avoir un rôle central dans le prochain quinquennat, dans le prochain mandat? Je ne sais pas si ce sera un rôle central, mais je pense que ce sera très clairement un rôle d'aiguillon, un rôle très très fort dans un contexte dans lequel il y a deux partis politiques et où du coup vous avez à l'intérieur d'un même parti des gens qui sont pas d'accord entre eux sur un certain nombre de choses assez importantes. Je pense que ça va servir d'aiguillon important, c'est-à-dire que Bernie Sanders, qui est déjà devenu un mème avec voilà, ses moufles et sa position comme ça, il a l'air d'être là en observation, pas totalement convaincu par ce qui est en train de se passer. Bon, Oui. c'est mieux que ce qu'il y avait avant, mais il va falloir encore bosser pour pouvoir le convaincre. Et je pense que ça, c'est globalement la position d'un certain nombre de personnes dans le parti qui attendent, qui laissent le bénéfice du doute et qui sont aussi quand même soulagées voilà, de ne plus voir un blanc suprémaciste soutenu en partie par des groupes fascistes et néo-nazis au pouvoir, mais qui en même temps ne sont pas non plus complètement convaincus de la capacité de cette frange-là du Parti démocrate à faire avancer un certain nombre d'enjeux très importants. Justement, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les sujets sur lesquels Biden est le plus attendu? Où est-ce qu'il va le plus s'engager? Est-ce que ça va être sur le climat, sur la santé, sur les questions économiques? Il y a la promesse d'un SMIC à 15 dollars. Aujourd'hui, il est environ à 11 dollars. Est-ce qu'on peut imaginer que ce quinquennat sera celui du progrès social? Alors, il faut quand même
vraiment réaliser que la crise sanitaire aux États-Unis, elle est assez dramatique. Donc, le premier front sur lequel il est attendu, c'est celui-là, c'est celui de, voilà, l'épidémie, elle est hors de contrôle, il y a des endroits qui sont complètement ravagés, le nombre de morts qui est extrêmement important. Et donc, outre les symboles, il y a vraiment il y a une demande à la fois d'organisation du pays, des forces fédérales, même si tout ne dépend pas d'elles, pour pouvoir vraiment essayer d'endiguer et de régler cette crise par la vaccination, par un certain nombre de mesures. Et donc ça, je pense que ça va être son premier gros dossier. Son premier dossier, ça va être ça. Ensuite, ça va être évidemment la question économique, parce que bien évidemment, la situation économique aux États-Unis, le chômage, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels il est extrêmement attendu aussi. Donc effectivement, comme les questions de salaire minimum au niveau fédéral, les questions d'accès à la santé sont la question de l'environnement qui est devenue de plus en plus importante sur l'agenda politique d'un certain nombre de forces, y compris chez certains républicains qui voilà, ne sont plus climato-sceptiques, en tout cas pour une petite partie d'entre eux. Je pense que tout ça, ça va être des fronts extrêmement forts, extrêmement importants, poussés par cette nouvelle génération qui a en plus permis à un certain nombre des siens de rentrer au Congrès cette année, enfin l'année dernière. Dans son discours hier, Joe Biden a, c'est vrai, été très offensif sur le combat contre le coronavirus, mais aussi très offensif sur le combat contre ce qu'il appelle les fake news, le complotisme, et puis aussi le combat qu'il veut mener, qu'il entend mener contre le suprémacisme blanc. Il a beaucoup insisté là-dessus. On va revenir sur les questions de racisme. Mais avant même ce discours, l'une de ses premières prises de parole, une de ses premières interventions, ça a été pour parler d'immigration. Et il a annoncé notamment la fin du construction du mur avec le Mexique. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est quand même un marqueur très important, non? Alors, c'est un marqueur important et c'était une manière de se démarquer en fait de Trump qui en avait fait un argument de campagne un peu massu. Je vais construire le mur, je vais arrêter l'immigration massive. Il a signé hier un décret de réouverture des frontières. Il a signé hier un décret de réouverture des frontières avec les pays à majorité musulmane. Et alors, je pense que voilà, de manière générale, c'était une manière de dire je ne suis pas Trump et je vais me raccrocher avec une tradition qui est largement mythifiée, mais tradition d'ouverture de ce pays, etc., etc., mais qu'il était très important, alors même que Trump faisait du mur l'élément le plus important. Enfin, je veux dire, quand il part de la Maison-Blanche, au moment de sa dernière intervention, il va près d'un des endroits où on construit le mur. Donc, c'est vraiment une manière de se démarquer, une manière de dire ça ne va pas être la même chose. Et en tout cas, ça ne va pas être ça, ces mesures qui sont à la fois inhumaines et inutiles dans une large mesure, qui seront mises en avant pendant mon mandat. Alors, il y a aussi les questions raciales. Bon, il y a Kamala Harris qui a été qui est vice-présidente, qui est devenue vice-présidente des États-Unis. C'est première femme noire. C'est assez symbolique. On lui reproche souvent à Kamala Harris d'avoir étendu les politiques de répression de la criminalité, qui est trop criminalisée. Comment? C'est Biden. Oui. Mais Harris aussi, on lui reproche à peu près la même chose en fait lorsqu'elle était juge en Californie. Est-ce que tu penses que ça, à la fois du côté du coup de Kamala Harris et de Joe Biden, est-ce que tu penses que ça peut avancer? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que la politique, la politique vis-à-vis des Noirs américains, il peut y avoir quelque chose qui se passe pendant ce mandat, ou est-ce que ça va être comme sous le mandat de Barack Obama où il ne s'est pas passé grand-chose? Alors, oui et non. Ça peut changer, ça ne peut ne pas changer. D'abord, symboliquement, c'est quelque chose d'extrêmement important, comme l'a été l'élection de Barack Obama. Et puis en politique, les symboles, c'est quand même important. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Je pense également que l'un des éléments importants pour Kamala Harris, dont le bilan comme procureur a effectivement été pointé du doigt, c'est que malgré tout, c'est aussi l'une de celles qui, pendant les débats de la primaire, a mis en accusation Joe Biden. Ça a été une des critiques les plus importantes sur voilà, la collusion avec des personnes qui avaient des politiques suprémacistes dans leurs États, etc. Enfin, je veux dire, elle a été très offensive et il a quand même réussi à l'avoir comme vice-président. Je veux dire, stratégiquement, d'un côté comme de l'autre, c'était quand même assez fort.
Donc, je pense que de ce point de vue-là, dans toute la rhétorique d'humanisme, d'unité, c'est la première fois qu'on a à la fois une personne africaine-américaine, mais aussi asiatique-américaine, comme sont classifiées les personnes d'origine indienne aux États-Unis. C'est important et c'est fort. Je pense qu'au niveau de la rhétorique, il y a des choses qui vont changer également. Cependant, je pense aussi que globalement, la rhétorique majoritaire dans le pays, c'est celle qui, quand même, dit, bon, Black Lives Matter, certes, et on est d'accord avec une partie des choses qui avancent, mais bon, toutes les vies comptent quand même, sans forcément donner à ce terme-là une connotation blanche suprémaciste, mais pour beaucoup de gens, le discours est quand même beaucoup plus centriste. Ensuite, je pense que si on regarde... Il a parlé de racisme systémique, d'ailleurs, Joe Biden, dans son discours, il a parlé de racisme systémique. C'est ça, mais c'est une chose d'en parler, et puis c'est une autre chose que d'agir sur le sujet. Donc je pense qu'au niveau des discours et puis du contexte général, on sera quand même dans quelque chose de plus favorable, comme l'était le mandat Obama pour le mouvement Black Lives Matter, de beaucoup moins hostile. En revanche, est-ce qu'il est en mesure de changer au niveau fédéral tant de choses que ça? On a bien vu que Obama avait monté des task force sur les transformations de la police, mais tout ça se joue à d'autres niveaux. Donc voilà, je ne suis pas non plus complètement optimiste sur la fin du racisme systémique grâce à Biden et à Harris. Hier, Trump s'est vanté de ne jamais, enfin en tout cas de ne pas avoir entraîné les États-Unis dans un conflit, dans une guerre durant tout son mandat. Est-ce que Biden va être plus va-t-en-guerre? Alors ça, on ne le sait jamais complètement. Ce qu'on sait, c'est que l'un des credos de Biden au moment de son élection, c'était de dire, bon ben, avec moi, America is back. Je reviens sur la scène internationale. Or, on sait que de manière traditionnelle dans l'histoire des États-Unis, revenir sur la scène internationale, c'est être plus interventionniste, c'est-à-dire davantage intervenir dans des conflits. Donc effectivement, on ne sait pas exactement comment va se passer, va se développer, va évoluer la géopolitique et l'environnement international. Mais a priori, ça veut dire effectivement qu'il y aura moins de réticence à intervenir, même si on est aussi dans un contexte dans lequel on a un nombre très important de vétérans, de personnes à la fois traumatisées par les conflits passés, qui souffrent de traumatisme, de syndrome post-traumatique, et qu'on arrive très, très difficilement à gérer. Donc, je pense qu'en interne, il y aura quand même beaucoup moins de volonté d'intervenir plus avant. Mais de fait, le retour de Biden et des États-Unis sur la scène internationale, ça ne veut pas juste dire qu'on va davantage investir les organisations internationales. C'est aussi, ben voilà, on reprend notre place dans le concert mondial, et ça, dans l'histoire américaine, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le reste du monde. Certains parlent d'un deal entre Joe Biden et Kamala Harris, que Biden ne ferait a priori pas de second mandat. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une passation de pouvoir en cours de mandat, c'est-à-dire dans les 4 années qui viennent, et que Kamala Harris devienne la 47e, la troisième année du mandat de Joe Biden? Oui, voilà, exactement, et que Kamala Harris devienne la 47e présidente des États-Unis. Alors, je pense que ça fait quand même partie des commentaires importants, même s'il n'y a pas je ne sais pas s'il y a un accord entre les deux. Biden, c'est quand même un homme très âgé. Un homme très âgé qui n'a pas l'air quand même au top de sa forme. Enfin, et du coup, beaucoup des commentaires hier, c'était ouf. Ben, on a l'impression quand même que ça ne devrait pas tarder tant que ça pour Kamala Harris. C'est à peu près sûr que c'est elle qui sera sur les starting blocks dans 4 ans. Mais effectivement, avec un président si âgé, ce ne serait pas une surprise incroyable, énorme, qu'elle devienne la première présidente des États-Unis en cours de mandat. Alors, on ne sait jamais. A priori, je pense que Biden finira son mandat, mais on sait aussi, enfin, je veux dire, pendant la campagne, il y avait beaucoup de remarques sur le fait qu'on n'était pas sûr qu'il avait les idées tout à fait claires, qu'il était complètement en bonne santé. C'était vraiment un des gros risques. Il a réussi à un peu renverser les choses dans la deuxième partie des primaires américaines, mais effectivement, il n'est pas très en forme, et il ne serait pas surprenant que Harris devienne présidente avant la fin. En tout cas, dans 4 ans, c'est à peu près sûr que c'est elle qui sera la candidate démocrate. Et c'était assez surprenant hier, parce qu'on voyait bien que dans la cérémonie d'investiture, on a fait passer Kamala Harris en premier pour faire sa démonstration et son, comment on dit, elle a prêté serment, au cas où il arrivait quelque chose dans l'après-midi à Joe Biden. C'était assez étonnant. On a une dernière question à te poser, Audrey Célestine. On a commencé par Trump. J'ai envie de te poser cette dernière question. Biden veut réconcilier les Américains, c'est un peu le sens du discours qu'il a prononcé hier, et pourtant, si Trump est sans doute mort politiquement, on ne sait pas, on verra, qu'est-ce qui va rester du Trumpiste dans ce pays?
Je pense qu'il va rester beaucoup de choses. Je pense qu'il va rester beaucoup de choses parce que le Trumpisme, il est aussi le résultat d'évolutions beaucoup plus fondamentales au cœur même d'une partie de l'Amérique, que Trump a fait des minions dans le reste du pays, mais que ces minions, ils sont aussi là à la faveur de transformations qu'il y a dans le rapport aux élites, dans le rapport à Washington, dans le rapport à un certain nombre d'enjeux très importants qui sont là comme ça aux États-Unis, qui semblait tout ça semblait très marginal. Et puis avec Trump, ils ont trouvé un candidat qui permettait d'exprimer tout ça. Alors lui, il a fait une espèce de hold-up sur tout cela. Mais quand on entend les personnes qui soutiennent Trump, qu'elles soient ou pas d'accord d'ailleurs avec ce qui s'est passé le 6 janvier, parce que là aussi, il y a des divisions, y compris dans le camp Trump, on voit bien que la fracture au sein du pays, elle est extrêmement forte. La fracture au sein du Parti républicain, elle est extrêmement forte aussi. Alors très clairement, après le 6 janvier, une partie des soutiens au Congrès de Trump, les Ted Cruz, etc., sont un peu affaiblis, puisqu'en plus des demandes pour qu'il soit exclu. En revanche, les personnes qui les soutiennent, qui pensent que l'élection elle a été volée, qui pensent qu'on leur ment, qui pensent qu'il y a des choses qui sont faites dans leur dos, tout ça, ça ne va pas se calmer aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un des gros enjeux qui ne sera pas réglé, à mon avis, pendant la présidence Biden, et qui va continuer pendant un moment, cette idée qu'il y a une espèce, comme le disent certains historiens américains, de nouvelle cause perdue après la guerre de sécession, cette élection on leur aura volée. Donc voilà, je suis assez pessimiste de ce point de vue-là sur le niveau de division du pays. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous.